Bonsoir, merci de vous être déplacés par ce temps encore caniculaire. Voilà. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Laurent Gay, cet être exceptionnel qui depuis 20 ans œuvre pour les jeunes, pour les aider. Il a vécu lui-même des moments difficiles, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a vécu l'enfer. Il a fait d'ailleurs un livre qui a été un best-seller pour parler de son épopée, mais il vous en dira beaucoup plus. Disons que c'est un ressuscité. Voilà. Et 20 ans après, bien, nous avons la joie, voilà, de l'avoir avec nous. Alors, la soirée va commencer par la conférence. Ensuite, il y aura des questions-réponses. Ensuite, la dédicace de ces ouvrages. Enfin, et entre les deux, nous ferons une quête pour la paroisse, afin que nous puissions couvrir les frais des conférences que nous faisons tout l'été. Voilà, et nous terminerons, bien sûr, nous sommes dans une cathédrale, nous rendons grâce à Dieu et à la Vierge Marie, et nous terminerons par une prière. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Voilà, je suis très très heureux d'être parmi vous. Surtout que je viens de pas très loin, je viens des Herbiers. Ça va. Donc je joue, voilà, je joue dans le local, on va dire ça comme ça. J'aime bien cette prière je crois que c'est le curé d'Ars. Peut-être que je me trompe. Il dit, un pauvre, il peut tout demander à Dieu. Elle est belle cette prière, non? Elle est courte. Et ben moi je vous propose, voilà, qu'on demande, là on est dans une belle cathédrale, qu'on demande que Dieu nous envoie une petite brise légère, vous voyez, pour nous rafraîchir, vous voyez, pour rafraîchir notre corps et puis surtout notre âme, hein, puis que ce que je vais pouvoir dire ce soir, ben voilà, ça aille au-delà de notre intelligence. Dieu sait combien vous êtes intelligent, mais surtout que ça puisse être enraciné à l'intérieur. Et puis que notre boussole intérieure nous permette justement de chercher à orienter notre vie vers cette lumière qui, je le souhaite pour chacun, puisse éclairer notre chemin. Voilà, je vous rassure, même si on est dans une cathédrale, je ne parlerai pas beaucoup de Dieu, bien que il est là, il est omniprésent, il est voilà. Donc quand je dis je ne parlerai pas de Dieu, je pense qu'il est tellement présent en chacun d'entre nous que même quand on ne parle pas de lui, il est là. Oui. Alors voilà, s'il y en a qui sont un peu allergiques, ne m'en voulez pas trop, parce qu'il est là, je le crois sincèrement. Et quand il est là, bah, c'est vrai que l'atmosphère peut changer. Il y a des choses qui peuvent nous, voilà, qui peuvent nous paraître peut-être juste simplement du bon sens. Et ce soir, c'est une conférence de bon sens que je veux vous proposer. Et j'ai pris quelques notes parce que je suis un bavard, et vous allez très vite comprendre pourquoi je suis un bavard. Mais je suis très très heureux d'être là, vraiment. C'est une grande joie, et comme on vous a dit, merci d'avoir affronté, voilà, parce qu'on n'en peut plus de cette canicule. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'en peux plus. Alors j'ai un petit peu le cerveau qui est un peu ramolli, donc j'espère que ça va aller. Voilà. Donc moi je suis marié depuis 27 ans, enfin on va fêter nos 27 ans au mois d'octobre. J'ai 2 grands-enfants, ça y est, on a fait le job. Donc j'ai ma fille, 25 ans, qui a réussi ses études d'avocate. Donc c'est un beau cadeau. Elle a toujours rêvé d'être avocate. Voilà, peut-être par mon parcours, vous savez, le Seigneur, il écrit, voilà, il écrit sur des chemins qui peuvent être un peu tordus, mais lui, il écrit droit, parce que quand on propose à nos enfants, quand c'est pas le mot proposer, quand on permet à nos enfants d'avoir une passion dedans d'eux, la passion nous élève en fait. Et
À la différence de l'addiction. L'addiction nous enferme. Et je travaille beaucoup dans le monde de l'adolescence, c'est ce que je vais vous partager. Je travaille aussi de plus en plus avec les parents. Et suscitons le goût du rêve à nos enfants. Oui, alors il ne s'agit pas de rêver qu'ils rêvent leur vie derrière des vrais faux bonheurs, derrière des écrans ou je ne sais quoi, où ils passent leur temps là-dedans. Non, mais qu'ils puissent vraiment vivre leur rêve à fond. Et ça, c'est vraiment en leur permettant, comment dire, nous-mêmes d'être passionnés. Les premiers leaderships, ce sont les parents. Nous sommes les premiers éducateurs, mais ce sont les premiers à entraîner nos enfants. Et c'est à nous de leur montrer cette direction. Et c'est à nous de susciter en eux un désir de passion. Et quand un enfant il est passionné, le déclic il est là. Et la passion va tellement l'élever qu'il fera tout pour réussir. Et c'est ce que je souhaite à tous les jeunes que je rencontre. Alors, on a une fille, notre grande fille, et puis on a un garçon. Et le choix du roi, comme on dit. Alors, notre garçon, c'est pas le droit qu'il a choisi, lui, c'est un artiste. Et pareil, ils ont le droit, eux aussi. Peut-être des rêves qui nous semblent à nous pas possibles, pas permis, c'est pas grave. Et même s'ils se plantent, c'est pas grave. Dans le sens où, bien sûr, s'ils travaillent pas, ils ont juste la tête, voilà, on est là pour les cadrer, bien sûr. Mais quand nos enfants, ils ont quelque chose qui sont au-dedans d'eux. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on a fait le job. Vous voyez ? Bon, il y en a encore un qui rentre tous les 15 jours avec une valise remplie de linge. Bon, grâce à Dieu, maintenant il sait faire la lessive, donc ça va. Mais notre but, en fait, en tant que parents, je vous ai dit, on est les premiers éducateurs, c'est pas de les garder, on les aime beaucoup. Mais l'idée, c'est qu'ils deviennent autonomes. Alors, les nôtres, ils veulent pas encore de leurs propres ailes. Bon, bien que là, elle vient de finir ses études d'avocat, donc il nous tarde de la voir avec sa petite robe là. Bon, excusez-moi, c'est un papa rempli d'émotions, vous savez. Je vous parle comme ça, mais vous savez, je dis toujours aux jeunes que je rencontre, quand vous êtes passionnés, que ça soit dans vos études, que ça soit dans la musique, que ça soit dans l'art, que ça soit je ne sais quoi, et quand vous allez au bout de votre passion, quand vos parents sont là, au moment où vous passez, je ne sais pas, peu importe, c'est la passion, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, ça nous provoque une telle émotion. Et je me souviens, c'était l'année dernière, parce que je n'ai pas pu y aller cette année. Mon fils, il a toujours rêvé d'écrire des comédies musicales et de mettre en scène des comédies musicales. Donc, il vient de finir sa licence de musicaux. Et là, il y avait une assemblée à Angers de 300 personnes qui se sont levées d'un bond à la fin de la comédie musicale. Et puis, ils applaudissaient, et puis ils proclamaient le prénom de mon fils. Il s'appelle Jérémia, il n'y en a pas 36. Et vous savez, quand vous êtes parent, il y a la petite larme qui lâche. C'est pas une larme de tristesse, vous comprenez, parce que moi j'ai cru que ma mère, j'ai cru qu'une maman, ça pleurait tout le temps. Mais elle ne pleurait pas des émotions que je lui provoquais. Elle pleurait parce que malheureusement elle s'inquiétait pour son enfant. Vous voyez ? Et aujourd'hui, vous voyez cette belle affiche, alors, je ne sais pas si pour les plus anciens, enfin je parle pour moi, peut-être que vous ne voyez pas ce qui est écrit là. Pourtant c'est une punchline tellement précieuse. Aider un jeune, c'est sauver une famille. Aider un jeune, c'est sauver une famille. Vous voyez ? Et quand, en tant que parents, grands-parents, qu'on est parrain, marraine, peu importe, et qu'on va voir nos enfants, et puis qu'on est touché, parce qu'ils ont passé 10 ans à aller au bout de leur truc, croyez-moi, c'est une telle fierté. Il faut que nos enfants y soient fiers. Il faut à nous, en tant que parents, de les rendre fiers. Vous voyez ? Bon. Je suis un peu passionné moi aussi. Oui. Donc je vous présente l'association Aidons-les à grandir. Elle a été fondée en 2022. Je suis le fondateur, tout simplement parce que, comme on vous a dit, ça fait 20 ans que je tourne dans les écoles.
Et j'ai jamais été autant à l'école que ces dernières années. Dieu a beaucoup d'humour, croyez-moi. J'ai été déscolarisé en 4e. Et donc, j'ai même pas eu mon brevet. Mais voilà, aujourd'hui, on m'invite dans les écoles. Là, au mois de septembre, je vais même faire une école. Alors, ça s'appelle No School. Moi, j'ai jamais entendu ce truc-là. Une école de commerce. Ils ont loué l'Arena de Bordeaux. 2000 jeunes devant, je vais être dans une assemblée devant 2000 étudiants. Alors, rien que d'y penser, j'ai mon cœur qui commence à... Oui, comment dire, à partir du moment où de notre vulnérabilité, on arrive à en faire quelque chose. Moi, j'en ai fait une vocation. Et aujourd'hui, j'ai plus honte de mon passé. Bien au contraire, c'est une force. Et puis, dans cette conférence, le thème, c'est aider les adultes et ados en situation de mal-être, les signes et les symptômes. Et je crois que dans notre entourage, où chacun d'entre nous, on peut vivre des situations difficiles. Mais c'est de notre responsabilité. Moi, je travaille beaucoup sur la doctrine sociale de l'Église. Et notre responsabilité, c'est justement de travailler au bien commun. Alors, moi, c'est tous ceux qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre par des produits, par de la drogue, par la dépendance, etc., etc. Mais aujourd'hui, je travaille beaucoup dans la sensibilisation, je travaille beaucoup dans la prévention. On vous a dit, ça fait 20 ans que je vais dans les écoles, c'est à peu près entre 120 et 130 établissements scolaires sur toute la France que je fais. Ça se compte en milliers de jeunes. Et le message que je leur donne est un message de sensibilisation, un message de prévention, mais aussi un message qui leur permet justement de trouver en eux peut-être le sens de leur existence. Et peut-être de trouver en eux cette boussole intérieure qui leur permet justement d'orienter leur vie dans une confiance. Mon dernier ouvrage que vous trouverez en face de moi, je crois que c'est je ne veux pas me tromper, c'est bien Siloé qui est là. Vous me confirmez Espère, petit manuel pour avoir foi en la vie. Et je donne quelques clés. Alors, il ne s'agit pas d'un ouvrage spécialement pour les jeunes, mais mieux connaître un jeune, c'est mieux pouvoir l'accompagner, c'est pouvoir mieux l'aider s'il y a des situations difficiles. Alors, pourquoi j'ai monté cette association avec d'autres, tout simplement parce que je crois sincèrement qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux que 130, 120 ou 150 établissements. On peut faire x10. Et c'est pour ça qu'avec cette association, on forme aujourd'hui des personnes qui ont traversé l'épreuve de la dépendance, alcool, drogue, les jeux, toutes ce qu'on appelle les dépendances aussi comportementales et les écrans, la porno, enfin toutes ces choses qui vont nous enfermer, qui nous empêcheront d'être libres. Et donc, en fait, si vous voulez, avec l'association, on fait de la sensibilisation, il y a une ligne d'écoute pour les parents, parce que Dieu sait combien de parents nous appellent, Dieu sait combien de parents nous écrivent sur le site, et ils ne savent plus quoi faire. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Au mois d'octobre, il y a un livre qui va sortir, mon 6e livre. Pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école, c'est juste un truc de fou. Moi, je suis fier de ça. Et il s'appelle « Parents d'ados, ayez confiance ». Et alors, il sort au mois d'octobre, je ne l'ai pas là, d'Artege aussi. N'hésitez pas à aller vous le procurer et le partager à des amis dans des situations, parce que c'est compliqué aujourd'hui. Je vais essayer d'avancer. Alors, si vous voulez, l'idée, c'est de sensibiliser, parce que je crois beaucoup à la prévention. Vous savez pourquoi on n'a pas de subvention dans les associations où on fait de la prévention? Parce que tout simplement, le personnel de santé, enfin ceux qui gèrent un petit peu, vous disent oui, mais les jeunes, ils entendent des messages, mais en fait ils rigolent. Ça les empêchera pas d'aller prendre de la drogue, ça les empêchera pas. C'est pas vrai. Mais il faut investir. Il faut investir, parce que le gamin, quand il entend ce qu'on lui propose, que ça soit dans la POF, la POF c'est une cigarette électronique jetable, low cost comme on dit. C'est les gamins aujourd'hui, en entrant en 6e, qu'on leur propose de la POF. La POF, je vous le dis, je n'avais pas prévu d'en parler, mais je vous le dis, c'est ce qu'on appelle des métaux lourds. Vous voyez, la batterie est une batterie low cost, fabriquée, je ne le dirai pas où, et on propose ce genre de produits, c'est leurs camarades qui leur vendent, parce que c'est interdit à la vente.
Ces métaux lourds, c'est de la nicotine de synthèse. Vous voyez ? Alors, bien sûr, ça a été fabriqué pour eux, comme tous ces réseaux sociaux qu'on peut aujourd'hui trouver très très tôt, à partir du moment où on donne un smartphone, toutes les séries qui vont regarder, toutes les comment on appelle ça, même sur Instagram. Instagram, c'est terrible, parce que vous savez, alors je sais pas, là dans l'Assemblée, il y a quand même un peu de, comme moi, un peu de barbe blanche et de cheveux blancs. Peut-être que vous avez des enfants qui sont un peu plus cadeaux, mais aujourd'hui, une jeune fille de 13-14 ans qui poste une photo sur Instagram, vous voyez, parce que voilà, c'est besoin d'exister, besoin de plaire, même pas besoin d'être aimé, c'est surtout besoin de plaire. Quand elle enlève la photo parce qu'elle se trouve pas très très belle ou je ne sais quoi, les algorithmes d'Instagram sentent une vulnérabilité chez ces jeunes filles. Et tout de suite, les algorithmes vont lui balancer des petits liens pour être plus jolie. Vous savez, vous avez maintenant les maquillages filtres, mais aussi comment perdre du poids très très vite. Et puis là, vous tombez sur un tas de profils de même vulnérabilité que cette jeune fille. C'est-à-dire comment se scarifier, comment rentrer de plus en plus dans une anorexie. Jusqu'au suicide. Oui, c'est terrible, mais qui va en parler ? Moi, j'entends pas beaucoup de médias qui en parlent. Et quand il y a des associations comme celle-ci qui essayent de faire bouger les lignes, vous savez, il n'y a aucune subvention. Alors c'est pas grave, parce que moi je travaille dans le bon sens, je travaille, je vous ai dit, dans la doctrine sociale de l'Église, et moi je crois en chacun d'entre vous. Quand je dis vous, c'est à chaque fois que je fais des conférences, parce que si on attend d'avoir des subventions, on peut attendre longtemps, donc je fais bouger les lignes. Aujourd'hui on est même passé par un don de fondation, un don de dotation, qui défiscalise les dons. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. En tous les cas, si vous voulez faire avancer les choses, parce que j'y crois. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, nos enfants, ils sont conditionnés. Excusez-moi, ça va être un peu dur ce que je vais vous dire. Ils sont conditionnés à une culture de mort. Et excusez-moi, je n'avais pas prévu de donner ces chiffres, mais je vous les donne. On n'a pas les chiffres de 2025, on a les chiffres de 2026. 2026, 60% des 18-35 ans, là je parle des grands, ont envisagé de mettre fin à leur vie. Et aujourd'hui, c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui nous dit qu'un jeune sur deux est en problématique de santé mentale, en problème de fragilité mentale. Alors ils emploient des termes, moi je ne suis pas thérapeute, ils disent anxiété dépressive. Quand on sait aujourd'hui que plus de 3h30 de réseaux sociaux va entraîner chez le jeune qui n'est pas tout à fait fini dans son petit cerveau, va entraîner des dépressions. Et alors je suis content qu'ils fassent une loi, c'est plus pour rassurer les parents, parce que les parents aujourd'hui, et je vous demande pardon si je vous choque, je ne suis pas là pour culpabiliser qui que ce soit, je sais combien c'est difficile aujourd'hui d'éduquer un enfant, parce qu'on ne peut plus éduquer un enfant comme on éduquait encore il y a une vingtaine d'années, parce qu'aujourd'hui, les cadres sont partis en... Alors je ne dis pas que c'était mieux il y a 20 ans, je dis simplement il y avait des repères. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de repères. Et donc, un peu plus difficile à gérer. Je n'ai pas le temps de développer, mais en tous les cas, nous, parents, nous sommes, tout à l'heure je vous l'ai dit, je vous le répète, nous sommes les premiers éducateurs. Voilà. Alors, excusez-moi d'avoir commencé comme ça. Ça va c'est comme ça, moi ça me met un peu dans le... Bon, voilà. Je reviens à mes notes, comme ça, voilà. Donc, pour parler de vulnérabilité, j'aime bien parler des paradoxes. Oui, et j'aime bien, quand je rencontre des personnes, j'aime bien leur dire, mais toi, c'est quoi ton paradoxe dans ta vie ? Et c'est-à-dire que, tout à l'heure, je vous ai dit, moi, j'ai été déscolarisé très tôt. Et il y a une raison pour laquelle j'ai été déscolarisé. Et c'est parce que quand j'allais à l'école, pour moi, l'école, c'était un signe d'humiliation. Excusez-moi, je vais vous donner quelques chiffres comme ça. Cette année, l'année qui est 24-25, 700 000 jeunes scolarisés ont subi du harcèlement. Harcèlement, verbal, harcèlement physique,
Cyberharcèlement, 700 000, c'est énorme. Et c'est à peu près 1 sur 4. Quand on a subi du harcèlement, c'est difficile d'avoir de confiance en soi. C'est difficile d'avoir de l'estime de soi. Surtout qu'on a beaucoup de mal à exprimer. Et là aussi, ça s'explique. Un enfant, il n'a pas envie de vous inquiéter. Et c'est vrai que si on pose la question à notre enfant depuis qu'il est tout petit, ça s'est bien passé à l'école ? Oui. Ok. Il ne vous dira pas non. Ou le jour où il vous dira non, il va voir que vous inquiétez. Et à partir du moment où vous inquiétez, lui, il ne vous partagera plus les choses. Et on va aller un peu plus loin avec lui. Qu'est-ce que tu as fait qui t'a passionné aujourd'hui ? C'est qui a été ton modèle pour toi ? Je ne sais pas moi. Toi, quel a été ton moment préféré dans cette journée ? Là, on va commencer peut-être à discuter avec l'enfant. Moi, je n'ai jamais parlé à la maison. Alors, vous savez, quand quelqu'un rentre dans une addiction ou dans un mal-être profond, souvent, il y a toujours des signes. Moi, il n'y a jamais eu de... comment on appelle ça ? De langage d'amour. Alors, on est dans une cathédrale, on va se lâcher un petit peu. Et il n'y a jamais eu des gestes tendres. Je n'ai pas été maltraité. Hein. J'avais 2 parents. Et j'avais un grand frère. Mon grand frère, il était 6 ans mon aîné. Il est parti à l'âge de 18 ans. Ça se passait mal à la maison. Parce que quand vous ne parlez pas, quand vous êtes enfant, il n'y a pas de discussion. Hein. Et puis j'avais un père qui n'était pas méchant, mais qui était un peu, on va dire, un peu brut de décoffrage, vous savez. Et j'en avais peur. J'avais tellement peur de mes parents que j'osais même pas les regarder. Le monde me faisait peur. Aujourd'hui, j'ai plus peur. Hein. À chaque fois que je regarde un jeune, j'essaye de regarder d'abord la couleur de ses yeux. Parce que c'est le reflet de ce qu'il a au-dedans de lui. Et un jeune, ça doit se voir qu'il aime sa vie. Et comment il va aimer sa vie d'après vous ? Plus il va donner un sens à sa vie. Plus il sera passionné. Alors je sais que vous aimez vos enfants, il n'y a aucun problème. Mais ça ne suffit pas de les aimer. Faut qu'ils se sachent aimer, faut qu'ils l'intègrent dans leur cerveau, mais faut qu'ils l'intègrent au-dedans d'eux. Et comment ils vont l'intégrer d'après vous ? C'est ces temps privilégiés qu'on va passer avec eux. Alors les seules choses que je me rappelle quand j'étais plus jeune, c'était pas des choses qui m'ont traumatisé, hein. C'était pas des souvenirs douloureux ou des secrets cachés qui nous angoissent encore, alors qu'on arrive sur notre 60e année, et que parce qu'on n'en a jamais parlé, parce qu'on est encore accablé sur ce poids de ce fardeau dans lequel on porte. Cette conférence s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes. Il va falloir en parler à un moment donné, pour être libre. Aujourd'hui, j'en parle librement parce que voilà, j'ai été totalement libéré. Mais parler, c'était pas un truc qu'on faisait à la maison. Et on mangeait à table. Alors c'était déjà bien, parce qu'aujourd'hui, le nombre de familles qui ne mangent plus à table. Chacun prend son petit frigo. Je le rappelle, une famille, à la base, c'est pas un tas d'individus qui se retrouvent dans une pièce géniale avec au milieu de la pièce un meuble extraordinaire, surtout dans ces temps-ci, où tu ouvres l'armoire, il y a de la lumière, et là tu as plein de petits pots, tu as des trucs, voilà. Une famille, c'est pas ça. Oui, je le dis comme ça. Parce que le nombre de jeunes que je rencontre qui me disent « c'est effrayant quand même ». Moi, je ne parle pas avec mes parents. On ne parle pas. Oui. Parler, c'est exister. Si tu ne parles pas, tu n'existes pas. Moi, j'étais un enfant qui n'existait pas. On mangeait à table. Donc, on était mon père, mon frère, ma mère. On n'avait pas le droit de parler parce que mon père regardait sa télé. Et nous, on n'avait pas le droit de regarder la télé. Bon. Et moi, j'ai cru que mon père il préférait sa télé à ses enfants. Or, c'est idiot. Mais vous savez ce qui se passe dans un cerveau d'adolescent ou d'un cerveau d'enfant, parce que j'étais pas encore un ado. Mais ça va vite, le
le petit vélo. Tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, il y en a qui pensent qu'ils peuvent pas parler parce que leurs parents, ils veulent pas qu'ils s'inquiètent. Mais il y en a d'autres, ils vont dire, mais mes parents, ils me comprennent pas. Et du coup, si on ne comprend pas, peut-être qu'on cherche pas à te comprendre. Peut-être parce qu'on t'aime pas. Et mon père, il disait toujours comme ça, que j'étais un bon à rien, que je valais rien. Vous voyez ? Alors quand on parle d'addiction, il y a plusieurs critères. Alors, vous avez ce petit manuel là, Vaincre nos addictions. Je suis pas là pour parler d'addiction, mais sur le développement personnel, c'est important de comprendre un enfant qui grandit où il n'a pas entendu ce langage d'amour, il n'a pas été valorisé, on lui a jamais dit, tu sais quoi mon grand, t'es un champion. C'est comme ça qu'on va encourager nos enfants, en leur donnant un cadre. Bien sûr, le cadre va les structurer, le cadre va les rassurer, et c'est ça qui va leur permettre de grandir. À nous de les aider à grandir, à nous de leur permettre de s'épanouir. Et pour qu'ils s'épanouissent, il faut qu'ils pratiquent la joie de vivre. Et avant qu'eux, ils pratiquent la joie de vivre, c'est papa et maman qui doivent pratiquer la joie de vivre. Et donc, nous sommes leur modèle. Et ça, c'est hyper important. C'est la base, encore une fois. Je ne suis pas là pour culpabiliser qui que ce soit. Parce que ce que je suis en train de vous dire, heureusement, on a les moyens de rebondir. C'est ce qu'on appelle la résilience. Alors, j'étais cet enfant qui ne parlait pas. Et puis, le corps, je ne suis pas un spécialiste non plus, mais ça fonctionne. Voilà, le cœur, la tête, l'esprit, tout ça, c'est voilà, c'est un tout. Quand ça va pas dans le cœur, quand on se sent pas aimé, dans la tête, des fois, il y a des choses qui passent pas. Alors j'ai eu ce qu'on appelle un trouble de l'apprentissage. Alors aujourd'hui, ça rassure les parents. Vous savez, tous les TDAH, tous les HPI, voilà, au moins, on a un diagnostic, ça nous rassure, vous voyez. Mais à l'époque, on ne savait pas. Moi, j'étais dyslexique. Tout à l'heure, je vous ai dit, pour moi, l'école, c'était un lieu d'humiliation. J'aimais pas l'école, parce que je me suis retrouvé très très vite en échec scolaire. Et mes parents, ils ne savaient pas que j'étais dyslexique. Personne n'a su que j'étais dyslexique. Même les professeurs des écoles. Vous savez, je fais beaucoup de formations dans les écoles. Pourquoi ? Alors aujourd'hui, on a une nouvelle génération d'enseignants. Tant mieux. Mais vous savez, pour une parole négative, il faut au moins 10 paroles positives. Il faut commencer un petit peu à... Mais moi, les professeurs des écoles, vous savez ce qu'ils me disaient ? Toi, tu n'auras qu'un diplôme de chômeur. Bon, oui, quand vous entendez ça, vous avez 10 ans, ça ne vous aide pas, la vérité. Et puis, ensuite, comme je me suis retrouvé dans une classe, on appellerait ça aujourd'hui pour ceux qui ont des enfants dans les écoles, des SECPA. Vous voyez, à l'époque, ça s'appelait les classes de transition. Je ne sais pas où on transitait, il y en avait qui avaient redoublé 3 fois. En primaire, il y en avait un 4 fois. Lui, il était champion de toute catégorie, il avait presque de la barbe. Et ces garçons, ils m'ont fait la misère. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'harcèlement. Quand on parle d'harcèlement, on s'attaque à qui ? Vous savez, quand on parle d'harcèlement, c'est nuire à la personne. On va pas s'attaquer au plus fort, on va s'attaquer au plus faible. Et comme aujourd'hui, il y a une majorité de nos jeunes qui ont une fragilité, il y en a une majorité qui subissent la violence des autres. Parce que, croyez-moi, quand on n'est pas bien, quand on parle d'un mal-être, et il y a des émotions qu'on n'arrive pas à exprimer, particulièrement la colère. On ne sait pas des fois pourquoi on est en colère. Moi, je ne savais pas très bien pourquoi j'étais en colère. Oui, ça se passait mal à la maison. À l'école, c'était pas terrible. Mais il y avait une colère au-dedans de moi. Comment elle s'exprime, cette colère ? Et pour soulager cette émotion, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a une violence qui sera là. La violence, elle s'exprime par un mal. Le mal, on peut le faire aux autres. Vous trouverez pas le livre ici. Alors, je l'ai dans ma voiture, mais je ne suis pas là pour faire des ventes. Il s'appelle Troubadour d'Espérance, c'est mon 2e ouvrage. Un très bon ouvrage. Simplement, il est sorti pendant le confinement, donc pas de pub. Je disais, le confinement, c'était quoi ? Il y a quelques années.
Vous savez ce que j'écrivais? Vous verrez, dans quelques temps, c'est plus les policiers ou les pompiers qu'on va accueillir avec des coups de mortier. Il y a quelques années, je disais, vous savez, c'est les jeunes entre eux qui vont s'entretuer. C'est des jeunes qui vont tuer leurs professeurs. Ma seule prétention, c'est de connaître les jeunes. Parce que je les côtoie. Je les côtoie pratiquement, non pas H24, mais pratiquement tous les jours. Et je ne sais pas pourquoi, tout à l'heure je parlais d'expression, pouvoir s'exprimer. À chaque fois que je donne ce message, je suis un intervenant ressource, ils se sentent en confiance et ils me partagent leurs histoires. Et souvent dans leurs histoires, c'est du lourd, comme on dit, et ils n'en ont jamais parlé à un adulte. Alors bien sûr, en tant qu'éducateur, quand il y a des histoires comme addiction, pensée suicidaire, dépression ou scarification, on est obligé de faire un signalement. Et une fois que le signalement est fait, ça les libère. C'est pour ça que c'est important, encore une fois, de parler à ces enfants. Alors, on ne parlait pas chez moi. Je vais essayer d'avancer, parce que ça, c'est la première partie. J'espère que je ne vous saoule pas. Ce que j'ai vécu à l'école, en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de la colère. Je l'ai un peu caché. Ces garçons, ils m'ont fait du mal, ils m'ont volé ma dignité. Je dis bien grâce à Dieu. À l'époque où j'ai grandi, il n'y avait pas les smartphones. Parce que je pense qu'ils auraient été capables de me filmer en train de faire des choses dégueulasses. Et pas juste me filmer, mais parce que ça doit être marrant, je pense, je ne sais pas, de pouvoir en faire profiter les autres. Vous seriez étonné du nombre de jeunes qui regardent des choses morbides, bien confortablement sur leur canapé ou dans la chambre, et que les parents ne savent même pas ce qu'ils regardent. À cet âge-là, vous savez, quand notre imaginaire est nourri de choses morbides, qu'est-ce qu'on va nourrir? On risque de nourrir un monstre. Et donc, moi, je n'ai pas été filmé, mais j'avais l'impression d'être sale. C'est terrible de se sentir sale, même quand on se lave. J'en ai jamais parlé à mes parents. Tout à l'heure, je vous ai dit, moi, je croyais que mes parents, ils m'aimaient pas. Bien sûr, c'était du ressenti. Et du coup, j'ai gardé ça en moi. À tel point que cette colère, à un moment donné, elle est venue. Je n'étais pas croyant, moi. Parce que ça peut aider. C'est une force de croire. D'ailleurs, quand on travaille dans des groupes de partage, que ce soit les alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, vous savez, ça a été fondé par des chrétiens. Alors, on n'annonce pas une religion, mais on parle du divin qui est en nous, cette force en nous, qui peut nous permettre justement de s'accrocher à quelque chose. Alors, pourtant, j'avais été baptisé, plus par tradition. Mais tout à l'heure, je vous ai dit, pas de langage d'amour. Pas de petits rites. Vous savez, je pense que ça choquera personne. Je pense qu'on est dans un lieu qui le permet. Mais vous savez, même quand nos enfants ils sont petits, vous savez, le rite de la bougie, d'être ensemble, de confier papa, maman, sa maîtresse, le petit frère, le grand frère. On est ensemble. Il y a quelque chose qui se passe ensemble. Et ça c'est sommé. On m'a jamais parlé d'un Dieu d'amour. On m'a jamais appris une prière. Alors quand j'étais petit, bien sûr, on est des êtres animés de la présence de Dieu, même si on ne le sait pas. On est des êtres spirituels. Alors bien sûr, moi ma prière, elle ne s'adressait pas à Dieu parce que je ne savais pas qu'il y avait un Dieu. Mon père, il était athée, alors il ne fallait même pas parler de Dieu. Athée pratiquant, c'était, d'ailleurs je vous ai dit... Ma prière, c'était un vœu, et tous les jours, je faisais le même vœu. Tous les jours, je demandais si je pouvais être quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre.
un autre personnage. Parce que quand on te vole ta dignité et que tu te sens sale, qu'est-ce qui se passe au-dedans de toi? Tu as envie de changer. Aujourd'hui, combien de jeunes ont envie de changer? Alors maintenant, en plus, je ne fais pas de polémique, mais c'est important d'expliquer les choses. Parce que des fois, on a l'impression de changer de genre, peut-être que ça va arranger les choses. Ben, ce n'est pas tout à fait juste, croyez-moi. Je travaille dans le milieu de la jeunesse. Il y a des vraies dysphories du genre. Ça existe, oui. Mais un gamin qui change de genre juste parce qu'il se sent mal dans sa peau, croyez-moi, ça ne va rien arranger. Bien au contraire. Vous voyez ? Je voulais juste être quelqu'un d'autre. Et je ne m'aimais pas, je me détestais. Et puis le deuxième vœu, qui avait une logique, on va dire. Je voulais juste avoir, à la place de la tête, une télé, juste pour que mon père me regarde. Comment on peut avoir confiance en soi si on n'a jamais été regardé, si on n'a jamais été encouragé, si on n'a jamais été valorisé? C'est ça les paroles de vie. Je vous donne un petit scoop, parce qu'on est bien ensemble, ça va? Ça va? Vous le verrez dans le livre en octobre. Témoignage d'une maman. Vous savez, une maman qui a abandonné de demander de mettre la table à son enfant. La fille, quand même, seconde, parce que on en a marre de faire des traités de paix pour vivre un temps convivial, un repas en famille simplement. Et souvent, on sait combien c'est compliqué. C'est pas mon tour, moi j'ai mis le... Et puis ça devient une bagarre. Vous savez, mettre la table, c'est pas un service qui rende. Un enfant qui a jamais appris à se donner... Croyez-moi, ça deviendra un ado qui ne saura pas se donner. À nous d'apprendre à nos enfants de se donner. Il faut les encourager. Alors, la maman, elle avait jeté l'éponge. C'était un couple, une famille. Alors, elle avait préparé le petit plat. Oui. Et puis, elle avait mis la table. Et puis, ma chérie, à table. Et puis, la fille, elle ne contrariait pas. Oui, j'arrive. Au bout d'un quart d'heure, ça peut arriver. Vous savez, quand tu as une pression au travail, quand tes parents, quand tu es fatigué, quand il fait chaud, tu rentres du travail, tu prépares le repas. Alors des fois, il y a du Nutella encore sur la table. Tu rentres, tu as envie juste de... Mais t'es zen, tu te calmes. Mais là, tu as tout préparé. Puis tu vois ta fille, au bout d'un quart d'heure, j'arrive, maman. La maman, elle a pété un câble. Elle prend le portable. Et là, elle tombe sur une discussion sur WhatsApp avec la meilleure amie de sa fille qui venait de se quitter puisqu'ils sont dans la même classe. Vous savez, la fille qui vient tous les week-ends à la maison. Et là, la mère, choquée. Vous savez ce qu'elle me dit? Je l'ai écrit. Vous me pardonnerez parce que ça va être un peu... La meilleure amie de sa fille appelle sa fille ma grosse salope. Et vous savez ce que dit la fille? Mais maman, tu comprends rien. C'est affectif. Waouh! Oui, quand tu fréquentes les cours de récréation et que tu entends tes enfants, alors que tu les mets dans une école, on va dire, avec des valeurs, une école où on leur apprend, on essaye de leur apprendre enfin des choses, et qui passent leur temps à se traiter, et qui vous disent que c'est affectif. Excusez-moi, il y a un problème. Oui, donc il va falloir revenir un petit peu à des choses comme ça. Alors pourquoi je vous parlais de ça? Oui, alors tout simplement parce que, encore une fois, on a besoin de se sentir valorisé. Alors le paradoxe, vous l'avez bien compris, j'étais un enfant très tôt qui est rentré dans un mutisme total. Un mutisme total, c'est-à-dire après l'affaire où on m'a abusé dans les toilettes du primaire. Alors, c'était des gamins, mais qui m'ont fait, qui m'ont violenté. Et ben j'ai arrêté de parler parce que ça servait à rien de parler de toute façon. J'étais pas écouté. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, je suis devenu conférencier. C'est une revanche sur la vie. Aujourd'hui, je parle, et vous allez vous en apercevoir, parce que moi, je m'en aperçois, parce que je vois la montre. Je parle trop, oui, et j'espère que je ne vais pas vous saouler.
Et souvent, quand on m'invite dans les médias, les télés, les podcasts, enfin tout ce que vous voulez, je parle uniquement au nom de nos enfants. Et sans prétention, je me fais leur porte-voix. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent plus parler. Juste avant les vacances, dans le Morbihan, une petite est sortie, elle était en 3e, dans un groupe où on avait, 130 élèves. Elle est sortie parce que, vous savez, souvent une parole de vie, quand on est dans une situation où notre vie, elle est un petit peu en confrontation, parce qu'on ne sait pas très bien si elle vaut quelque chose, notre vie. Elle est sortie parce que c'était trop compliqué pour elle. Parce que, encore une fois, c'était des paroles qui étaient trop dures à entendre. Vous savez, quand on se déteste, quand on n'aime pas sa vie, et quand on entend quelqu'un qui parle de joie de vivre, qui parle d'amour, qui parle de choses comme ça peut être tendu. Alors elle est sortie en larmes. Bien sûr, on est dans une école, donc il y a un de ses professeurs qui l'a suivi. Pour la première fois de sa vie, cette petite a pu s'exprimer. Vous savez ce qu'elle a dit ? Elle a dit, j'ai l'impression d'être invisible. Invisible dans une école de 30, dans une classe de 30. Comment on peut être invisible ? Vous voyez ? Et en fait, elle a pu s'exprimer en disant tout simplement qu'elle avait déjà préparé, elle avait déjà envisagé de mettre fin à sa vie. On a fait un signalement, on a pris du temps avec chaque élève pour expliquer, parce qu'ils ont besoin d'explications. Vous voyez ? Cette petite, elle a repris le goût à la vie. Mais il y en a combien qui ne s'expriment pas ? Donc, aujourd'hui, je suis conférencier. Deuxième paradoxe, je vous ai dit, j'ai quitté l'école très très tôt. Je ne savais pas lire. J'ai commencé à écrire un peu d'une manière détachée en prison, parce qu'en prison, j'avais du temps. Aujourd'hui, je suis auteur. Et tout à l'heure, on vous l'a dit, et c'est vrai que c'est une fierté. 32 000 exemplaires vendus pour un premier livre. Aujourd'hui, on me demande d'écrire. Ce thème sur les parents, je ne l'ai pas choisi. Pourtant, les éditeurs ils m'ont fait confiance. Vous savez, quand vous faites confiance à quelqu'un qui n'a pas été à l'école, même si je suis un adulte, ça représente quelque chose. Quand vous faites confiance à votre ado, c'est la même représentation pour lui. C'est tellement important qu'il se sache aimer, qu'il se sache, que vous êtes là. Et en même temps, il va tout faire pour vous tester. Il va tout faire pour que vous le détestiez. Et nous, on ne lâche pas parce qu'on les aime. Et il aura beau faire ce qu'il veut, on lui dira. Alors j'avance, excusez-moi, ça va pour vous ? Bon. Donc c'est important, me semble-t-il, des paradoxes. Alors, vous voyez, si je suis rentré dans la drogue, premier plan, sur le plan psychologique, j'étais mal comme enfant. Et deuxième point, l'environnement. J'ai grandi dans un quartier, vous voyez. Alors c'est pas les plus favorables pour pousser droit. Dans ce quartier, sur 20 ans de rue, j'ai perdu une 50aine de potes. Ils sont tous morts, vous voyez, parce que la drogue, ça tue. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de la puff. À la différence du tabac, quand les petits, ils commencent à vapoter ce genre de produit. Le tabac, qu'on soit fumeur de longue date ou débutant, ça pique la gorge. Quand vous fumez du shit, ça pique la gorge. Quand vous vapotez une puff, c'est un goût tellement parfumé au sucre qu'on dirait un bonbon. C'est-à-dire que dans le cerveau, il n'y a même plus de signal qui peut nous alarmer. On fait tout pour les rendre addicts. Et pourquoi ? Parce que derrière, il y a des lobbies. Parce qu'un enfant qui va être addict aujourd'hui, on sait que l'addiction, c'est une maladie. Oui, à mon époque, on pensait que c'était une démence, l'addiction. Moi, j'étais héroïnomane, vous voyez ? Donc, on sait que c'est une maladie psychologique. C'est une maladie de relation. En fait, l'addiction vous coupe de la relation aux autres. C'est une maladie des libertés des choix. On n'a plus le choix. En fait, à partir du moment où on ne peut plus s'abstenir d'un produit ou d'une pratique, on est dépendant. Mais aujourd'hui, quand on sait que c'est une maladie, on va la soigner. Et comment vous croyez qu'on va la soigner d'après vous ? C'est magique. Avec des produits. Oui.
Vous seriez étonné du nombre d'enfants, quand je dis enfants, à partir de 12 ans, qui déjà sont prisonniers dans des produits. Excusez-moi, hein, j'ai rien contre les médicaments. Et ça fait une trentaine d'années qu'on m'a donné des traitements contre le VIH. À l'époque, il n'y avait aucun traitement. C'est-à-dire que quand on m'a annoncé que j'avais le sida, il n'y avait aucun traitement. Je suis resté 3 ans en rémission. Aujourd'hui, je prends à peu près 8 médicaments par jour. J'ai rien contre les traitements. Ces traitements me permettent de vivre, en tous les cas, au niveau de mon système immunitaire. Alors bien sûr, il y a des conséquences. Mais quand vous avez des gamins, vous savez, il y a une petite, un jour, elle est venue me voir. Excusez-moi, je vous donne des petits témoignages. Je parlerai vite fait des parents. Ça va pour vous? Elle vient me dire, en larmes, hein, merci monsieur. J'ai jamais entendu un adulte parler de nos problèmes, de mes problèmes comme vous l'avez fait. Je la connais pas, la fille. Hein. Mais je connais les problèmes, les situations. Elle me dit, je tenais juste à vous dire merci. Elle me dit, vos mots, en 1 heure, ça a été pour moi une force. Ouais, super. Je suis touché, bien sûr, vous avez quelqu'un qui pleure devant vous. Et là, je ne sais pas pourquoi, elle commence à switcher. Et elle me parle, elle était en terminale, hein, elle me parle de sa primaire. J'ai parlé de ma primaire, moi aussi. C'est peut-être pour ça qu'elle me parle de sa primaire. Ce qu'elle a vécu en primaire, elle n'a jamais parlé à ses parents. Et elle a commencé à avoir des phobies scolaires. Elle a commencé à avoir des angoisses de nuit. Elle a commencé à avoir des terreurs de nuit. Elle a commencé à avoir des angoisses, dépressions. Elle est rentrée dans la scarification. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand on ne sait pas gérer une colère, hein, on a tendance à vouloir se faire du mal. Vous voyez, au moins, on a l'impression de gérer quelque chose. On ne gère rien. Mais c'est un mécanisme dans lequel on s'enferme et on se fait du mal volontairement. Vous voyez, on a l'impression que ça soulage. Puis elle est rentrée dans l'anorexie. Dans ses propres mots. Elle avait une petite voix dans sa tête. Elle l'appelait Anna. Anna pour anorexique. Et puis Anna, elle lui disait toujours, t'es laide, t'es nulle, t'es moche, t'es grosse. Alors elle a fait une obsession à la nourriture. Et puis cette petite, à 15 ans, elle a fait une tentative de suicide. Grâce à Dieu, elle s'est loupée. Elle a passé 3 mois en hôpital psychiatrique. Elle a passé pratiquement 1 an en rééducation. Et quand je l'ai revue, en fait, elle reprenait ses études jusqu'au bac. Elle allait passer son bac. Alors la première chose que je lui ai dit, je lui ai dit, mais tu peux être fier de toi. Tu es une vraie warrior. Parce que tout ce que tu as traversé, arrivé aujourd'hui à ton bac, elle me dit, oui, ça va mieux. Elle n'avait pas l'air épanouie. Je ne voyais pas des flammes dans ses yeux. Je voyais une jeune fille qui était dans une détresse. Elle m'a juste dit, depuis que je suis sorti de l'hôpital psychiatrique, toutes les semaines, je vois un psychiatre. Elle m'a dit le nombre de traitements qu'elle prenait. On aurait dit une liste de courses. Elle avait 15 ans. Et derrière, ça rapporte à qui ? Excusez-moi, hein, vous savez, souvent on me dit que je dérange. Le jour où je ne dérangerai plus, je serai peut-être dans une petite boîte et j'espère être au ciel. Oui. Mais si on a décidé de s'approprier cette doctrine sociale de l'Église, peut-être qu'autour de nous, on a des personnes qui vont pas bien, des personnes qui sont fragiles, peut-être qu'autour de nous, on s'aperçoit qu'il y a des choses au niveau de l'écologie, au niveau de la santé, au niveau de la vie, qu'il y a peut-être des choses qui passent pas. Et peut-être qu'on peut juste dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Oui. Alors je sais que c'est compliqué, mais on a aussi la possibilité de s'exprimer, croyez-moi. Alors j'avance avec vous. Je regarde où j'en suis. Mon Dieu. Je vais boire un petit coup. Je regarde l'heure. Alors, ce soir, ce que j'aurais aimé aborder avec vous, malheureusement, je suis parti dans quelque chose d'autre. J'espère que vous avez pris des choses pour vous. C'est ce qu'on
définie du mal-être contemporain, donc mieux comprendre ce que j'ai appelé la souffrance sociale psychologique, ce sentiment permanent d'insatisfaction. Ça touche les jeunes, mais ça touche aussi les moins jeunes. Et c'est ça qui provoque beaucoup d'anxiété. Vous voyez ? Et donc, le mal-être, ce n'est pas une fatalité en soi, mais un cri silencieux, souvent lié à des sentiments d'isolement ou une perte de sens. À nous de leur permettre de trouver ce sens. À nous de leur permettre de trouver cette envie. Tout à l'heure, je parlais de la joie de vivre. Et plus ils entendront des paroles de vie, plus on entend des paroles de vie. Une parole de vie, voilà, ça nous encourage. Plus on est porteur de cette joie de vivre. La joie, c'est contagieux. Enfin, ça se veut être contagieux. On est capable, pour être heureux, de pratiquer en tous les cas. Donc, souvent, en famille, la porosité entre adultes et adolescents explique, entre autres, comment les émotions ou les souffrances ne restent pas cloisonnées dans une seule personne. Quand les émotions d'autrui traversent nos propres défenses. J'ai vu des parents, là aussi je l'écris dans un livre. Quand un parent devient perméable à la souffrance de son adolescent, il finit par ressentir lui-même cette angoisse. C'est pas ça la compassion. Et on est avec lui dans l'épreuve. Mais on ne va pas prendre cette angoisse avec lui. Et tout simplement parce que ça ne va pas lui rendre service. Vous voyez ? Et du coup, on peut très vite rentrer dans un déni. Ça nous protégera, vous savez, jusqu'à se dire que notre ado, qui est enfermé toute la journée dans sa chambre, derrière ses réseaux, peut-être qu'en fait il est heureux. Vous pensez réellement qu'il est heureux ? Mais souvent on a tellement peur de ce genre de situation. Encore une fois, nous, en tous les cas, tant qu'ils sont sous notre responsabilité, nous sommes garants de nos enfants. Et c'est quand même un devoir, quoi. Mais tellement on est pris là-dedans. Alors bien sûr, je dis pas que c'est facile, mais en même temps, voilà, on peut parler de cette souffrance. Souvent, la souffrance, c'est tabou. Et on met les mots. Et c'est en mettant les mots qu'on va prendre du recul. Vous voyez ? Et c'est en mettant ces mots qu'on va pouvoir, quelque part, d'une certaine manière, apprivoiser nos émotions. Parce que souvent, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion. Voilà. Alors c'est vrai que souvent, on devient de plus en plus vulnérable aux difficultés de ceux qu'on aime. Mais encore une fois, si tout le monde va mal, comment on va se redresser ? Comment on va rebondir ? On va se tenir les coudes. Je vois que tu te scarifies. Je ne sais pas pourquoi tu te scarifies. Je vois tes bras. Je vois que tu ne vas pas bien. Mais tu sais, je t'aime et je ne te laisserai pas comme ça. Je ne comprends pas pourquoi tu fais, mais je sais que tu souffres. Et je peux entendre ta souffrance. Mais on va t'aider. On ne va pas te lâcher. Et c'est comme ça qu'on... Voilà. Alors, il y a tellement, aujourd'hui, d'accompagnement, il y a tellement de bons thérapeutes. Vous avez tout un tas de méthodes. Mais quand votre enfant, il a 42 fièvres, on ne se pose pas la question 3 heures, allez voir le généraliste. Quand votre enfant, il est en dépression, allez voir un spécialiste. Mais souvent, il se cache tellement. C'est pour ça qu'il faut repérer ces symptômes. Voilà. Alors... accepter que nous ne sommes pas des forteresses, ou en tous les cas faire tomber ces murs. Souvent on s'est mis des murs, vous savez, pour me protéger, j'ai pris de la drogue. Parce que tout à l'heure je vous ai dit, premier facteur sur le plan psychologique, l'environnement, et puis le produit. La drogue, ça soulage. Bien sûr, ce n'est pas le meilleur moyen d'être soulagé. Qu'est-ce que ça soulage ?
ça soulage nos peurs. Ça soulage ces émotions qu'on n'arrive plus à gérer. Oui, c'est une solution, la drogue. Mais ce n'est pas la bonne solution. Oui. Alors, moi j'ai encore quelques minutes parce qu'on a commencé... Ça va, vous n'avez pas trop chaud, vous tenez. N'hésitez pas à boire. Hein. Enfin, je sais pas, je crois tout à l'heure j'avais vu de l'eau. Tombez pas dans les vapes, c'est ça que je veux dire. Hein. Quand les problèmes du travail, la pression du travail, le burn-out, s'infiltrent dans la vie familiale, ou quand les problèmes de l'école, le harcèlement, débordent sur le sommeil, le comportement à la maison, les addictions en tout genre, acceptez que nous sommes, encore une fois, pas des super-héros. Et on peut se poser, on peut essayer d'en parler, on peut essayer de trouver des moyens. Il y a toujours des gens autour de nous qui pourront nous aider. Et souvent, il faut sortir de ces tabous. Alors, nous recevons les chocs, les angoisses, les peurs de ceux qui nous entourent. Et c'est ça qui nous entraîne en nous, malheureusement, et cette porosité. Mais ça nous permet aussi peut-être de laisser entrer cette espérance. Et je crois que il faut aller chercher ces intervenants ressources, il faut aller chercher ces personnes qui seront des ressources pour vous. Bien sûr, tout à l'heure je parlais des médecins, il y a des très bons médecins qui ne sont pas obligés de donner des traitements. Il y a d'autres moyens, je pense au harcèlement par exemple, il y a des méthodes, je pense à l'addiction. Aujourd'hui on va arrêter le shit, on va donner quoi ? Des substitutions qui sont encore plus fortes et qui sont encore plus dures à arrêter. Non, il y a d'autres moyens, croyez-moi. Mais aujourd'hui, dans les formations d'addictologie, je ne sais pas s'il y en a ici, on ne veut plus que la personne souffre. Waouh! Alors, vous garderez votre consommation, on va juste gérer. C'est ça, les chambres de shoot. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, on nous aide à mourir. C'est super. Est-ce qu'on aide des personnes à vivre dans les drogues ou je ne sais quoi? Non. On va leur permettre de consommer à vie. Aux États-Unis, on en arrive. Le plus grand taux de mortalité, c'est le fentanyl, drogue de synthèse. Et on en arrive pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est des lobbies pharmaceutiques. Et c'est terrible de dire ça, c'est terrible d'entendre ça. On est dans un pays en Vendée, vous savez, moi je fais des offres avec les associations, on ouvre aux entreprises, on ouvre à des parents, on fait des offres, c'est-à-dire à des parents pour réparer, parce que quand vous avez un gamin qui a passé 10 ans dans la drogue, 10 ans dans l'alcool, croyez-moi que toute la famille, ça va être un choc, il va falloir remonter ce choc, il va falloir travailler, il va falloir se reconstruire. Et bien si on a un regard d'espérance, si on est avec des personnes qui sont des personnes ressources pour nous, ça va nous aider. Et on pourra parler sans tabou de cette vulnérabilité, parce que cette vulnérabilité, elle deviendra une force pour chacun d'entre nous. Mais pour ça, il faut pouvoir en parler. Alors apprendre à lire les signes invisibles. Bien souvent, nous avons l'impression que le mal-être surgit comme une tempête soudaine. Pourtant, si l'on regarde de plus près, la souffrance psychique est un processus qui s'installe dans le temps, souvent par des petits signes, comme des murmures que nous n'entendons pas toujours, que nous ne voulons pas entendre. Oui. Alors repérer, comment identifier les signes et symptômes? Alors aujourd'hui, nous n'allons pas apprendre à devenir des experts en psychologie, mais peut-être à devenir des veilleurs et observer. Nous allons peut-être apprendre à lire les changements dans les comportements, non pas pour juger, mais pour comprendre. Alors vous inquiétez pas, il n'en reste que 2. Ça va? Je suis passionné, je vous ai dit. Mais bon, vous allez rester un petit peu. Bon. Donc, chaque porte fermée, car derrière chaque porte fermée, dans une chambre d'ado, derrière chaque irritabilité excessive au travail, il n'y a pas forcément de la mauvaise volonté, mais souvent une forme de détresse qui ne trouve plus les mots pour s'exprimer. Alors nous allons explorer ensemble ce que j'appelle la partie immergée de l'iceberg.
Ces symptômes qui sont en réalité des appels au secours déguisés. Et découvrir comment, par une observation attentive à une présence réelle, nous pouvons passer du rôle de simple spectateur à celui d'accompagnateur bienveillant. J'aime bien, j'ai appris à lire et à écrire avec des images. Vous savez, quand vous êtes dyslexique, on m'a pris pour un débile. Aujourd'hui, je parle beaucoup avec des métaphores. Et cet Xbert, c'est un petit peu le voyant du moteur. Le voyant lumineux sur le tableau de bord d'une voiture. Mon fils il vient de tomber en panne avec la voiture, j'en suis en plein dedans. Donc le symptôme du mal-être, ce signal de détresse, quand un voyant orange s'allume sur le tableau de bord de notre voiture, on ne va pas casser le voyant pour qu'il s'éteigne. Vous comprenez? Vous n'allez pas crier après votre voiture pour qu'elle fonctionne mieux. Non. Alors il faut comprendre que ce voyant est un message envoyé par le moteur pour nous dire qu'il y a quelque chose qui va mal à l'intérieur. Alors il va falloir ouvrir le capot. Les comportements comme ces comportements, symptômes, comme ces voyants qui s'allument, ce sont des signaux extérieurs qui indiquent qu'il y a un problème, justement, à l'intérieur. Donc la posture à adopter, au lieu de s'énerver contre le symptôme, qu'est-ce que c'est que ce signal? Qu'est-ce qu'il essaye de me dire sur la souffrance de la personne que la personne traverse? Tout le monde a déjà conduit une voiture où il y a déjà eu peur face à un voyant inconnu dans une situation conflictuelle. Cela permet de désamorcer la colère. Elle aide les parents ou les proches à transformer la frustration face, par exemple, à une addiction en curiosité bienveillante. Mais ça, il faut en parler en amont. Il faut discuter avant. Parce que quand le problème y vient, souvent, on ne comprend pas. Et on a des réactions qui ne sont peut-être pas tout à fait justes. Alors pour aider, il faut d'abord savoir voir. L'objectif est de donner des outils concrets au public pour qu'il puisse détecter, enfin le public, chacun d'entre nous, qu'il puisse détecter le mal-être chez un proche. Donc le diagnostic, l'objectif ici, c'est de nommer les choses. Tout à l'heure, je vous dis, sans dramatiser, mais avec lucidité. Le phénomène de l'isolement numérique, tout à l'heure, je vous ai dit, on a fait un petit... sur 1200, on a fait un questionnaire anonyme sur 1200 élèves sur toute la France, fin de collège, lycée. Et on s'est aperçu que les gamins qui passaient plus de 4 heures sur leurs réseaux sociaux avaient beaucoup plus de vulnérabilité cachée. C'est-à-dire des gamins qui, je ne parle pas des anxiétés, mais sur le plan de la consommation qu'on leur propose. C'est des gamins qui sont beaucoup plus influencés par le groupe. Et on s'est aperçu qu'il y a des gamins qui sont mis à consommer tout simplement parce qu'il y avait un lien avec ces réseaux sociaux. Et généralement, plus de 4 heures de réseaux sociaux, vous pouvez être sûr que le gamin, il tombe sur des images d'adultes. Que ça soit le porno, mais que ça soit aussi sur le dark web, que ça soit sur des images ultra violentes. Et il va être plus influencé par le groupe. Alors que, généralement, ce gamin est plutôt bien élevé, plutôt éduqué. Je vais uniquement dans les écoles privées. Je suis blacklisté dans le public. C'est pas de mon fait, c'est qu'on veut pas de moi, malheureusement. Alors je vais finir assez vite, excusez-moi encore, mais c'est vrai que... Donc le phénomène de l'isolement numérique, analyser comment malgré une hyperconnexion virtuelle, les adultes et les ados souffrent d'une solitude réelle. Le lien social est devenu superficiel. La culture de la performance. Développer l'idée que la pression et la réussite, que ce soit scolaire ou professionnelle pour les ados, crée un terreau fertile pour le burn-out et l'anxiété. Les signes de vulnérabilité social, le harcèlement, tout à l'heure j'en ai parlé, qui épuise les ressources psychiques et mène à un sentiment d'impuissance. Et on peut conduire à la dépression et au suicide. La perte de sens, tout à l'heure je parlais du sens. Expliquer que le mal-être naît souvent dans un vide existentiel. Quand on ne sait plus pourquoi on se lève le matin, les addictions deviennent des béquilles pour remplir le vide. Ressenti comme un manque d'amour
les émotions, la colère, la honte, la peur, la tristesse. Donc la grille de lecture des symptômes, donc des signes comportementaux, des changements radicaux d'attitude, le repli sur soi, l'agressivité, le désinvestissement des activités habituelles, le trouble du sommeil ou de l'alimentation. Tout ça, ce sont des signes, des symptômes. Le changement de rythme, des horaires décalés, les nuits blanches, souvent liées aux écrans, un abandon de l'hygiène, la violence intérieure. Tout à l'heure, je vous ai dit, un gamin qui va s'exprimer avec un mal-être, il sera violent à l'intérieur. Il y aura une colère qui va s'exprimer par la violence ou qui va faire aux autres ou sur lui. Voilà. La fuite par l'addiction, les écrans, l'alcool, la drogue, voilà. L'hypersexualisation. Moi, je me suis rendu compte aujourd'hui une nouvelle addiction, beaucoup chez les jeunes filles. Et ils se prennent en photo, ils s'envoient. Ça devient une véritable addiction. Alors ils se protègent, ils ne montrent pas leur visage. Mais qu'est-ce qu'on va rechercher là-dedans? Qu'est-ce qu'on va rechercher? Et c'est nos enfants de qui je parle. Première exposition à la pornographie, on considère que c'est à l'âge de 10 ans. À partir du moment où déjà il peut avoir comment on appelle ça, un smartphone. Et encore une première pour le livre. Une maman qui nous expliquait, une maman plutôt classique, avec le choix d'éduquer leurs enfants sans télé à la maison. C'est-à-dire on choisit les films. Et puis le gamin à 11 ans et demi, premier anniversaire, première soirée pyjama. Alors vous pensez bien que les parents qui essayent de cadrer leur enfant, ils ont choisi, ils ont téléphoné, ça c'est ce qu'il faut, c'est des amis. Donc c'était pour les 12 ans du camarade. Donc il va, première nuit, première soirée pyjama, il rentre le lendemain, un gamin qui était plutôt joyeux, voilà, on retrouve tout, qu'est-ce qui s'est passé, il dit rien. Il va se coucher, bon, les parents s'inquiètent un peu, le lendemain matin, alors que le gamin, ça faisait tellement longtemps que ça lui était pas arrivé, je crois que depuis qu'il avait pu ses couches, à 11 ans et demi, il se met à faire pipi au lit. Vous voyez, une réaction, il y a quelque chose qui s'exprime. Alors les parents, ils ont eu le bon réflexe, ils ont tout de suite été voir un spécialiste. Et le gamin a pu s'exprimer. Le gamin qui avait été protégé jusqu'à ses 11 ans et demi, il est tombé sur une image pornographique pendant l'anniversaire avec ses copains. Ça a été un tel choc pour lui, un tel trauma. Et certains spécialistes parlent comme une agression sexuelle. Protégeons nos enfants. Faisons pas de la porno un tabou. Parlons-en. Je sais pas comment on dit. Mais, vous voyez? Alors, comment aider concrètement? C'est la dernière page. Écoute active, apprenez à écouter sans juger. Souvent, la personne en mal-être a simplement besoin d'être reconnue dans sa souffrance. Et quand je dis reconnue, ça ne veut pas dire se complaire, mais reconnue. La posture de l'écoutant et de la personne ressource, un ton bienveillant, accessible, qui incite à la vigilance sans tomber dans la culpabilisation. Écouter sans résoudre. Souvent, on veut apporter des solutions tout de suite. On ne les a pas, les solutions. Mais on est là. On ne comprend pas. Mais on est avec toi. Et les solutions, on les trouvera après, ensemble. Et souvent, on a envie. Il faut du temps. C'est long. Mais orienter vers les professionnels. Rappeler que l'on peut soutenir, c'est important, qu'il est crucial de savoir quand passer les relais à des spécialistes, et des psychologues, tout à l'heure je vous l'ai dit, des médecins, des associations. Quand on a mis des mots sur le diagnostic et les symptômes, on les a déjà identifiés. Donc les exprimer, par la suite l'expliquer, et puis dans notre histoire, que ce soit des souvenirs enfouis, des secrets cachés, les paroles brisantes, des gestes malveillants, la violence qu'on a pu subir. Quand on fait ce travail sur soi, en prenant le recul nécessaire, et qu'on ose parler des sujets difficiles, encore une fois, les échecs professionnels, les idées suicidaires, ça libère la parole. Et le fait que la parole soit libérée, on peut avancer. Tout à l'heure, je vous ai dit, cette vulnérabilité, on peut en faire une force. Elle bascule vers la vie,
Comment un événement, une rencontre ou une prise de conscience peut inverser la spirale. Tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne crois pas. Donc après être sorti de prison, j'ai eu une rencontre personnelle avec le Christ très très forte. Vous verrez cette conversion, elle est assez impressionnante. C'était en moi, hein, mais j'avais jamais entendu parler de Dieu, ça m'avait sauvé la vie. Et puis je suis sorti de prison et j'ai recommencé les conneries. Parce que l'addiction, c'est une maladie chronique. Je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique, enfermé, attaché. Et puis à ce moment-là, le sida s'est déclaré. J'ai été hospitalisé. Et dans cette chambre d'hôpital, j'avais pas le droit de visite. La seule personne, bien sûr il y avait les soignants, mais la seule personne qui venait me visiter, c'était un bénévole. Et lui, il était à fond pour la doctrine sociale de l'Église. Il visitait les malades. Et c'est la première personne qui m'a donné une parole de vie. J'avais 29 ans. C'est la première personne qui m'a dit, tu sais, t'es pas voué à l'échec. Cet homme-là, il m'a conduit dans une communauté religieuse qui accueillait des malades en fin de vie. Je suis resté 9 ans dans cette communauté. Quand je suis arrivé dans cette communauté, le sida avait pris le dessus. On me mettait en fauteuil roulant. Je suis sorti de cette communauté marié, réconcilié avec ma famille. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mes enfants, alors que les médecins disaient que c'était juste impossible d'avoir des enfants. Je venais juste d'avoir les traitements pour le HIV, hein. Mais on était tout au début de cette maladie. Je vous ai dit que j'ai 2 enfants aujourd'hui. Et tout simplement parce qu'il y a une personne qui a osé me parler, qui m'a regardé et qui a posé une parole de vie. Et après, il y a eu tout le travail, le choix de ma personne, vous voyez, développer la bienveillance, créer des espaces sécurisants dans les familles, les paroisses, les milieux professionnels, où encore une fois la vulnérabilité n'est pas tabou. N'ayons plus honte des paroles que nous avons entendues. N'ayons plus honte de ces gestes mal placés. On n'oubliera jamais, mais on peut en faire une force. Et même au-delà de là, on peut aider les personnes qui traversent la même situation. Tout à l'heure, je vous ai dit, ça fait 20 ans que je tourne dans les écoles. J'étais un toxicomane, trafiquant. Aujourd'hui, je forme des personnes pour faire de la sensibilisation. Ça fait 20 ans que je côtoie des personnes pour leur parler des dangers de la drogue. Pourquoi ? Parce que je suis certainement le mieux placé. Et quelqu'un qui a traversé une dépression et qui a réussi à rebondir, qui a réussi à dépasser cette épreuve, sera certainement mieux placé pour comprendre ce que c'est la dépression. Vous voyez ? Donc on peut inverser les choses, on peut en faire une force. Encore une fois, la présence inconditionnelle des personnes qui nous entourent. La conversion est un mouvement de retour à Dieu aussi, à soi-même et aux autres. Le rôle de la communauté, donc d'être présent avec ceux qui souffrent sans juger les erreurs ou les addictions. Réaffirmer que le soutien ne peut pas être uniquement individuel. Il nécessite un réseau des amis, la famille, structure de soins, une communauté spirituelle. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, une partage de la parole dans des groupes. L'espérance comme un moteur, non pas comme un optimisme naïf, mais comme une décision active de croire qu'une issue est possible malgré les signes contraires. Voilà, j'ai été très très bavard, je vous en demande pardon. Merci d'avoir eu cette patience avec cette chaleur. Je pense que le Saint-Esprit est venu comme une petite rosée. Vous vous rappelez la prière qu'on a faite. Merci, vraiment, merci de m'avoir écouté. Je pourrais parler encore des heures, mais là, je crois qu'on va arrêter. Prenez ce petit papier, allez, n'hésitez pas à aller acheter des livres à Siloué. Et là, ça va être un temps de questions. Merci beaucoup de votre écoute. Merci.
Vous êtes très patient. Et c'est moi, je suis très bavard. Hein. Mais je travaille là-dessus. Hein. Questions? Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, je travaille pour le diocèse, je suis LEM, laïque en mission ecclésiale pour la pastorale des jeunes, des adolescents, collège, lycée. Et il n'y a pas très très longtemps que je suis dans ce milieu-là et je me sens pas mal démunie, moi, personnellement, pas assez formée pour répondre ou pour être présente en fait pour ces jeunes. Alors, je voulais juste demander, si j'ai bien compris, votre association Aider-les à grandir pourrait peut-être m'aider, c'est ça? Alors, j'espère qu'on pourra vous aider. En fait, on travaille beaucoup dans le milieu scolaire. On travaille même aujourd'hui avec une offre. Peut-être que vous ne savez pas, mais certainement que vous le savez. Aujourd'hui, il y a une obligation dans les écoles publiques et privées de parler de ce petit manuel EVARS. Éducation, vie affective, relationnelle et à la sexualité. Pour les plus anciens, c'est anciennement l'EARS. Et aujourd'hui, donc il y a 3 interventions obligatoires. Et aujourd'hui, l'enseignement catholique a pris un rebond extraordinaire. Et je pense que c'est très important ce qui est en train de se passer. Parce que le manuel EVARS nous vient, à la base, ça a été essayé en Belgique. Et il y a eu quand même des petits ratés en Belgique. Et il faut être très vigilant parce que ça peut être aussi interprété par des associations qui peuvent venir dans les écoles rencontrer nos élèves et ouvrir des portes à des lobbies. Il y a des choses qui sont, il y a des personnes qui sont très très bien formées, il n'y a aucun problème, mais il peut aussi avoir des personnes, je me souviens dans une école privée, c'est une maman qui me disait ça, et vous allez voir pourquoi je parle de ça. Alors peu importe le look, l'intervenante avait les cheveux roses, des tatouages partout, des piercings. Bon, moi je suis un peu tatoué aussi. Bon. Mais là où ça a commencé à être un problème, elle a dit aux élèves de seconde, pour connaître ton orientation sexuelle, il faut que tu essayes. Et pour savoir ce que c'est la drogue, il faut que tu la goûtes. Alors vous imaginez dans une école privée catholique, donc bon ça, voilà. Donc aujourd'hui, l'enseignement catholique a pris les devants, mais c'est très compliqué parce qu'il y a une obligation de 3 interventions par niveau dans l'année, donc il faut. Nous on travaille dessus. Plutôt sur les lycéens, mais du coup, je pense que c'est important qu'il y ait des intervenants extérieurs qui connaissent, mais qui sont aussi en lien avec ou le diocèse ou des personnes, voilà. En tous les cas, pour les addictions, vous pouvez faire appel à l'association, il n'y a aucun problème. On est, en plus en France, on a quelque chose qui s'appelle patient expert en addictologie. Ça se passe sur Paris. C'est pas une qualification, mais vous passez 8 jours en hôpital à Paris. Vous pouvez, c'est pour devenir aidant. Mais on peut aussi des personnes qui sont pour être patient expert, il faut avoir été malheureusement dans l'addiction. Il faut minimum 2 ans d'abstinence. Nous, on travaille avec des personnes, on les conduit une fois qu'ils sont abstinents aux patients experts, et après ils peuvent aller dans les écoles. Voilà comment c'est comme ça que on peut. Alors, je ne sais pas dans quel établissement vous êtes, mais tous les ans je vais à Sainte-Ursule. Ah ben voilà, vous remplacez Valérie. Bon, très bien. Elle n'est pas là, Valérie, d'ailleurs. Elle aurait pu dire. Voilà, je travaille beaucoup en lien pour voilà, alors ce qu'on vous a dit, laïque, LEM, laïque ecclésiale en mission. Ouais, je l'ai fait à l'envers. Je suis un peu encore dyslexique dans ma tête. Hein. Ma femme elle aime aussi, hein, je le dis, mon épouse elle aime. Je travaille beaucoup en lien avec les animateurs et animatrices en pastoral.
Voilà, c'est eux qui m'invitent. Et ce qui est important, c'est qu'il y a un lien qui... Voilà, parce que je suis conscient que quand on vient dans une école, on envoie du lourd, comme on dit. Et alors bien sûr, on n'est pas là pour choquer, mais derrière, voilà, il faut aussi un accompagnement. Et nous, on revient après pour aussi, surtout quand on est dans la région. Donc n'hésitez pas, vous pourrez prendre des tracts sans problème, vous voyez ce que je fais. Voilà. Merci pour la première question, c'est jamais la plus facile. Une autre question? Oui. Voilà. Alors, c'est aidonsléagrandir.com. Voilà, tout attaché. Et on a une ligne d'écoute, pardon, pour des parents qui ne savent plus quoi faire. On a une ligne d'écoute avec ce qu'on appelle des parents d'addicts anonymes. Des parents qui ont traversé cette épreuve. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, la reconstruction, souvent, ça passe aussi par une aide aux autres. Et donc, ils sont les mieux placés pour vous aider. Ils rassurent et puis ils donnent tout de suite des conseils parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Parce que ça commence très très tôt. Je vous ai dit, on les rend de plus en plus addicts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles drogues. Je ne vais pas trop aborder ce sujet. Toutes les drogues de synthèse. Et c'est des drogues qui rendent très très vite dépendants. Donc, dès qu'on a un sujet qui vient comme ça, il faut tout de suite... Et s'il vous plaît, excusez-moi madame, hein, s'il vous plaît, oubliez pour les jeunes parents, oubliez que le shit, c'est une drogue douce. Il n'y a rien de doux. Oubliez ce terme drogue récréatrice. Ça n'a rien de récréatrice. Oh, j'y arriverai pas ce soir. Voilà. Oubliez ça. C'est une drogue. Une drogue qui peut avoir des conséquences, surtout dans un cerveau qui n'est pas tout à fait formé. Voilà. Et les conséquences, souvent, sont irréversibles. Donc le shit, c'est pas rien. Voilà, je préfère le dire comme ça. Pardon, madame, allez-y. Non, je vous en prie. Merci pour votre conférence. J'aurais voulu savoir, est-ce que vous avez fait la paix avec vos parents? Et on n'a pas beaucoup entendu le rôle de votre mère dans l'histoire, parce qu'une mère, souvent, c'est, surtout avec un petit garçon, on se confie plus à sa maman qu'à son papa. Vous avez beaucoup chargé le papa, la maman n'en a pas entendu parler, j'aurais voulu savoir ce qu'il en était. Merci. Merci beaucoup. Alors, grâce à Dieu, on s'est réconciliés, oui. Une belle demande de pardon. Mes parents, on s'est retrouvés quand j'étais dans cette communauté. Ils sont venus. Il y a vraiment une belle réconciliation. Aujourd'hui, ma maman a 90 ans, donc je m'occupe de ma maman. Elle veut pas venir en Vendée. Bon, elle habite en région parisienne, dans l'Oise. Pourquoi je n'ai pas parlé de ma maman? Alors, j'avais un papa plutôt autoritaire. Alors, l'autorité, c'est pas mal en soi. Hein. Le terme, le mot autorité, hein, c'est faire grandir, hein, c'est faire croître la personne. Mais là, c'était pas juste, quoi. C'était bon. Ma mère, elle m'a jamais dit non. Alors, vous imaginez, quand vous êtes un gamin et que vous avez un papa qui est tout le temps non, et puis une maman qui dit jamais non, bah, vous savez, j'en ai pas parlé parce que je n'ai pas eu le temps non plus. Quand je me suis fait renvoyer du collège, il y a eu une raison quand même. Hein. C'est pas juste que l'école, je l'aimais pas. J'ai commencé les trafics de drogue très tôt et j'ai dit à ma mère, tu te rends compte maman, parce que quand on est dans la drogue, il faut bien comprendre qu'on se ment à soi-même. On est dans un déni profond, hein, et on ment aux autres. Et on devient, des manipulateurs. Et je n'ai pas abordé non plus les relations toxiques aujourd'hui. Bon. J'ai dit à ma maman, tu te rends compte maman, le chef d'établissement, il dit que ton fils, que moi, je suis un trafiquant de drogue. Maman, tu te rends compte? Il fait un complot contre moi. Il m'aime pas. Eh bien, vous me croyez pas. Ma mère a été faire un scandale au chef d'établissement. J'ai des amis qui sont chefs d'établissement. Vous voyez sur les vidéos des gamins. Et il y a leurs parents. Et ils vous disent non, c'est pas notre fils. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça?
c'est pas lui. Et il y a dernièrement un gamin qui avait volé. Donc les parents sont venus et puis il dit non, il n'a pas volé. Alors le directeur lui dit mais comment vous appelez prendre un objet, le mettre dans sa poche, partir avec? Et le parent dit non, mais c'est pas du vol. J'avais fait les 10 commandements que j'ai mis sur le livre. Je ne vous ferai pas la part des 10 commandements, mais le dernier commandement, c'est celui-là. Une discipline cohérente. Tu appliqueras la sanction promise. Et tenir sa parole, promettre une punition sans l'appliquer, c'est enseigner que les conséquences n'existent pas. L'absence d'autorité, tout à l'heure je vous l'ai dit, je crois c'est un abandon. La parole du parent doit être une encre de fiabilité. Et si on promet une sanction et on ne la fait jamais, pour revenir à votre question, ma mère, elle m'a jamais dit non. Je vais vous donner un exemple. Votre gamin, il a 13 ans. Il est passionné de manga, les animés, vous savez, les trucs. Mais c'est une passion de dingue. Alors on est content, il est toujours dans son écran, il achète tous les livres, tout ça. Voilà. Et puis il vous dit, je vais me faire un tatouage de mon personnage préféré. Si les parents ne disent pas non, vous pouvez être sûr que 2 ans après, il va vous le reprocher. Et il va peut-être même vous coller un procès. Vous mettez autre chose que le tatouage. Aujourd'hui, à 13 ans, votre enfant, il peut changer de prénom. Vous n'avez rien à dire. C'est la loi française. Si on n'explique pas, il vous le reprochera à un moment donné. Là, je sors un peu du sujet de ma mère, mais encore une fois, entre un papa qui était et une maman tellement laxiste, moi, je n'ai pas trouvé mon équilibre. Donc, il faut avoir une cohérence quand on est parent. Et souvent, dans notre éducation, peut-être le papa a eu des parents un peu plus flexibles, cool, et maman peut-être un peu dure, ou l'inverse. D'après vous, le jeune, il va aller chez qui pour demander à sortir? Chez la maman qui était un peu plus carrée ou chez le papa qui était un peu plus cool? Si on n'a pas une cohérence, je vais vous dire une chose, c'est pas fait exprès, mais le gamin, si il arrive à obtenir ce qu'il a envie, même si vous vous engueulez, lui, ce qui l'intéresse, c'est sa sortie, c'est son plaisir. Que vous preniez la tête, il s'en fout. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une cohérence. Mon père et ma mère n'avaient pas cette cohérence. Et du coup, j'allais voir maman, ça se plaignait, ça gueulait, puis ça voilà. Et moi, j'obtenais ce que je voulais derrière. Mais ça ne m'a pas aidé. Ça ne m'a pas aidé à grandir. Et voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, encore une fois, je ne suis pas là pour culpabiliser qui que ce soit. Ça n'existe pas les parents parfaits. Et si vous en connaissez, croyez-moi, on a tous nos casseroles. Mais ce n'est pas grave. C'est avec ces casseroles qu'on va préparer des bons petits plats. Et donc peu importe nos casseroles. Et on est tous capables de pratiquer la joie de vivre. C'est ça le plus important. Et favoriser ces moments-là. C'est ça. Pouvoir se retrouver, pouvoir... voilà. Et même s'il n'y en a pas beaucoup. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps sur la route. Bien sûr, c'était un choix qu'on a eu avec mon épouse. On a toujours demandé aux enfants. Donc j'étais beaucoup absent. Mais les moments que j'ai eus avec mes enfants ont été des moments privilégiés. Et vous pouvez avoir une fratrie, même si c'est une fois de temps en temps, prenez du temps avec chacun. Et c'est pendant ces temps où il y a une véritable complicité. Et quand il y a cette complicité avec les enfants, le jour où il y aura un petit souci, il aura totale confiance pour vous expliquer. En ce moment, je ne suis pas bien, j'ai vécu ça. Mais ça s'éduque aussi. Voilà.
Sinon, il ne dira rien. Voilà, pardon, j'ai été un peu plus loin que... Voilà. D'autres questions? Déjà, merci pour cette intervention. Vous avez un peu parlé des psychologues, mais qu'est-ce que vous en pensez exactement? Je travaille avec des psys, il y a des très très bons psys. C'est important. Là, ce sont des professionnels d'une partie du corps qui est très importante, hein, voilà, parce que c'est un fonctionnement. C'est important d'aller voir des spécialistes. Parce que le généraliste, c'est un ami de la famille, on le connaît, c'est le docteur, il y a une dépression, peut-être qu'il posera un mauvais diagnostic. Le psychologue, il n'est pas là pour prescrire des médicaments. Il est là pour écouter. Peut-être que ça ne passera pas. Peut-être que... Moi, il y a beaucoup de jeunes qui me disent « je me sens jugé ». Bon, et bien, changez de psychologue. Voilà. Après, là, ce sont des psychiatres. Moi, les seuls souvenirs que j'ai de mes psys, ils ne me regardaient pas. Ils me remplissaient des ordonnances. Ça, pour moi, c'est pas... Voilà. Maintenant, il y a des bons psychiatres qui vont faire un travail. Il y a des bons psychologues. Et il y a des bons thérapeutes. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a plein de méthodes. Voilà. Mais je crois que c'est important, c'est déjà de pouvoir en parler. L'emmener, parler, faire voilà. Et si ça se passe pas bien avec changer, voilà. Là, on est dans une médecine particulière quand même, hein. La psychologie, et puis tout le monde ne fonctionne pas pareil. Donc, mais aujourd'hui, on a quand même la possibilité d'avoir. C'est vrai que rien que sur le diocèse, il y a des personnes qui sont vraiment très, 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 comment je pourrais dire, très bienveillantes et qui font un très, très bon travail. Maintenant, ça dépend de la personne aussi. Ça dépend. Voilà. Il faut avoir un lien de confiance quand même, hein, pour pouvoir parler à quelqu'un. Voilà. Mais j'encourage en tous les cas à aller voir des personnes qui ont pratiqué des méthodes et de la psychologie, bien sûr. D'autres questions? Et pour le burn-out adulte, c'est pareil? Alors là aussi, hein, il y a certaines thérapies qui peuvent nous aider. On sait très bien qu'à un moment donné, voilà, quand le ressort il est usé, il est fatigué, il va falloir du temps. Et c'est souvent, voilà, le temps est insupportable quand on n'arrive plus à se lever, quand on n'arrive plus à... Donc voilà, et c'est là où il va falloir voilà, rencontrer des personnes qui pourront nous aider. Alors, c'est jamais facile, hein. Mais voilà, encore une fois, si vous avez des personnes ressources qui vous aident, qui vous font du bien, voilà, et ça mettra le temps que ça mettra, mais on pourra se relever. Je peux compléter la question? Bien sûr, je le sentais. Alors, vous avez eu des thérapeutes, vous avez eu des psychologues, vous étiez pas bien, vous êtes allé en prison, et d'un seul coup, il paraît qu'il y a Jésus, il a fait quoi, lui, en plus? Alors, on dit qu'il est le médecin de nos âmes, et en plus, il est le remède. Et vous avez un médecin, un remède. Et je crois que, en fait, la foi nous ouvre à des écrans de possibilités. Et c'est vrai que, en fait, quand j'ai traversé toutes ces épreuves et que j'ai fait cette expérience de l'amour de Dieu, ça, comment dire, ça a complètement inversé mon regard. Les choses étaient les mêmes, mais mon regard était différent sur les choses. Et la vie en Dieu, c'est un peu ça.
Vous savez, et c'est pas de la prétention, hein, tous les jours, je dis merci à notre Seigneur. Et avoir la gratitude et la reconnaissance pour la vie qu'on a, c'est un don, la vie. Et ben ça nous ouvre à des champs nouveaux, à des champs, des horizons nouveaux. Moi, je dis toujours, la plainte, ça nous enferme. Alors, on est des bons Français, hein, on se plaint. Puis là, il fait chaud, alors on se plaint de la chaleur, mais c'est normal. Hein. Mais vous savez, en fait, la louange nous ouvre à ces portes dans lesquelles on peut s'engouffrer. Et même si on ne comprend pas. Tout à l'heure, je vous ai dit, dans l'épreuve qu'on va traverser, Dieu, il sera avec nous. Ah, des fois, on ne le voit pas, mais il est là. Et c'est ça qui nous permet d'avoir cette espérance. Ouais. Et si nous sommes ces porteurs d'espérance, nous serons ces personnes ressources pour les autres, pour nos frères et sœurs. Voilà. Alors, je ne vais pas parler beaucoup de Jésus, mais vous avez bien compris qu'il était là. Hein. Nous vous remercions pour ce beau c'est moi qui témoignage. vous remercie, et puis, eh bien, nous vous invitons à vous lever et à rendre grâce à la mère de Jésus en faisant un Je vous salue Marie. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.